Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à ce nouveau forum. Dans un contexte démocratique, comment encadrer le droit de manifestation? La liberté de manifester s'arrête-t-elle aux portes des enjeux de sécurité? C'est le débat de cette semaine, le débat auquel nous convions trois spécialistes de la question. Je vous les présente. Je commence par Sana Komlasa Djohichou. Sana, bonjour. Bonjour Monsieur Boko et bonjour à tous les téléspectatrices et téléspectateurs. Je dis bonjour à Monsieur Philippe et bonjour à Monsieur Dieudonné. Sadio Ito, qui est analyste sociopolitique. Avec lui, donc, comme il a défloré la suite de la liste des invités, Dieudonné Kossi. Monsieur Kossi, bonjour. Bonjour, Monsieur Gilles. Monsieur Kossi est juriste publiciste, directeur exécutif de la CEJUS. La CEJUS, c'est la clinique d'expertise juridique et sociale. Exactement. Tout le plaisir pour moi d'être là ce midi, partager ce plateau avec vous et avec aussi les téléspectateurs de notre formidable chaîne et New World TV. Merci, Monsieur Kossi, de notre formidable clinique d'expertise juridique et sociale. Et notre troisième et dernier invité, Philippe Plagbé. Philippe, bonjour. Bonjour Gilles, c'est un plaisir d'être sur ce plateau. Merci à vous de nous offrir ce cadre d'échange et de débat sur une thématique de la plus haute importance en matière de démocratie. Et je nous souhaite de très riches échanges. Vous êtes juriste au Centre de documentation et de formation sur les droits de l'homme. C'est bien cela. Vous faites partie de quelques organisations de la société civile qui ont organisé cette semaine une conférence sur cette thématique, notamment jusqu'où peut aller la liberté de manifestation dans un contexte démocratique. Qu'est-ce qui vous a poussé à une telle rencontre? Il faut dire que la liberté de manifestation connaît dans notre pays de considérables restrictions. Vous l'avez dit en début d'émission, qui sont justifiées par la sécurité d'une façon plus large, la protection de notre public. Donc plusieurs manifestations ont été interdites, ont vu leur itinéraire unilatéralement modifié ou ont fait l'objet de très violentes répressions. Et c'est dans ce contexte que le 7 août, l'Assemblée nationale a modifié la loi dite Bodjouna qui régit la liberté de réunion et de manifestation dans notre pays en y introduisant des dispositions que nous trouvons, nous, acteurs qui nous mobilisons autour de cette initiative, déraisonnablement restrictives. Et donc cette initiative dénommée Bring Back Our Freedom, ramenez-nous notre liberté en français, est venue en réponse à cette modification et veut montrer aux décideurs qui sont allés dans le sens de cette mesure modificative de la loi notre désaccord et les amener à rendre effective la liberté de réunion et de manifestation selon les standards internationaux auxquels le Togo a adhéré. Peut-être que vous avez l'occasion de nous décliner ces standards internationaux, mais il faut quand même souligner que des partis politiques, l'essentiel des partis de l'opposition togolaise est vent debout contre ces modifications également. Ça veut dire que vous êtes de connivence avec cette opposition, Monsieur Kossi? En fait, et une fois encore, merci de nous donner l'occasion de débattre et d'échanger, d'éclairer aussi l'opinion publique sur l'importance d'une telle démarche dans un état de droit, dans un état démocratique. Et comme je le disais la dernière fois lors de ma présentation et au lancement, à la conférence de lancement de l'initiative Bring Back Our Freedom, je crois que c'est une démarche beaucoup plus citoyenne. Parce que nous sommes dans un état de droit et il est en fait de la responsabilité de tout citoyen de faire de sorte à ce que les droits et libertés puissent être garantis pour tous et de la même manière. Et donc, mon intervention, et la plupart du temps sur ce genre en fait, de thématique ou d'initiative, reste une intervention du spécialiste assez technique. Quel est le regard en fait du droit sur la question? Donc c'est pas en fait une analyse partisane, mais c'est une analyse du droit, du point de vue du droit, pour que nous puissions au sein de notre pays faire de sorte à ce que les normes que nous nous sommes données à un moment donné, donc par le biais de ce qu'on appelle souvent la norme fondamentale, qui est au sommet de la pyramide et de Hans Kelsen. Et la Constitution est au sommet. Et au sein de la Constitution togolaise, il y a des dispositions qui garantissent les libertés, qu'on appelle les libertés fondamentales,
au rang desquels on compte la liberté de manifestation. Et je le rappelle encore, c'est une liberté qui est un peu matricielle, parce que c'est une liberté qui donne en fait l'occasion d'expression à d'autres libertés et à d'autres droits. Mais dans cette même constitution, il est stipulé que l'exercice de cette liberté de manifestation doit être encadré par la loi. Naturellement, c'est pourquoi et la dernière fois, et à l'occasion de la conférence, j'ai essayé quand même d'expliquer que, en réalité, la Constitution donne en fait la possibilité d'aménager l'exercice ou la jouissance de la liberté de manifestation dans le cadre d'une loi. Et donc, c'était une démarche, la démarche en soi n'était pas déraisonnable, qu'on demande en fait à l'Assemblée nationale de réaménager le cadre d'exercice de la liberté de manifestation. Maintenant, la Constitution dit également que la liberté de manifestation ainsi que d'autres libertés sont des libertés assez importantes qui doivent être garanties à l'échelle nationale et internationale, de sorte à ce que les individus qui, au sein d'un État, se retrouvent un peu pas d'accord, mécontents et en désaccord avec un certain nombre d'actes et de démarches politiques, puissent le faire savoir de manière publique. Et comme je le disais, la liberté de manifestation est une conséquence directe de la liberté de réunion, la réunion se passant souvent peut-être dans des cadres à huis clos et tout ça là. La liberté de manifestation exporte en fait cette liberté-là à l'échelle publique, de sorte à ce que les citoyens puissent démontrer par le biais, en fait, peut-être, il y a plusieurs canaux d'expression de leur mécontentement, de leur accord ou de leur... parce que la manifestation peut être aussi en soutien. Et donc, je pense que tout cela nous amène quand même à reconnaître que c'est une liberté qui doit être vraiment aménagée, entretenue, avec un équilibre nécessaire entre l'impératif de sécurité nationale ou sécurité interne, qui lui-même fait partie d'un impératif beaucoup plus global, d'ordre en fait à valeur constitutionnelle, que nous appelons la préservation de l'ordre public, et la liberté de manifestation, qui est une liberté, j'allais dire, hyper importante. Je vous donnerai l'occasion de nous dire dans les détails ce qui vous dérange dans la nouvelle loi modifiée, vous l'avez dit, cette semaine par la 6e législature du Togo. Mais je voudrais demander à Sana Sadjouretchou l'importance de manifester même dans un régime démocratique. Pourquoi c'est si important de laisser les gens manifester? Moi, je vais toujours rester dans le contexte de cette modification de la loi dite Ojona. Je remercie le plateau pour sa richesse, la qualité des interventions qui sortent. Et comme vient de le dire le représentant du CEJUS, la liberté de manifestation, c'est vrai que c'est un droit fondamental, c'est un droit fondamental, mais malheureusement, il y a au moins 3 articles qui disent que c'est circonscrit dans le cadre de la loi. S'il y a des restrictions, même la même Constitution qui consacre cette liberté de manifestation dit en l'article 14 que seules les restrictions ne peuvent être prévues que par la loi. Ça veut dire que la Constitution déjà reconnaît qu'on peut restreindre ces libertés-là. Maintenant, dans les développements, il va falloir qu'on nous cite énormément les dispositions qui font, par exemple, entorse aux normes internationales que l'État togolais a souscrit et peut-être aux normes juridiques qui s'imposent peut-être à tous. Donc, moi j'ai bien envie de mieux comprendre. Mais cependant, il faut dire que le droit de manifestation, ce n'est pas un droit politique. Des travailleurs qui sont, par exemple, dans la zone franche ou n'importe ailleurs, peuvent exprimer à tout moment le besoin de manifester leur mécontentement en organisant, je dis par exemple, un sitting ou bien une grève, des choses comme ça. Donc ça veut dire que c'est très important si on estime qu'il y a des dispositions, des droits qui sont acquis, qui sont
qui nous reviennent, mais on sent qu'il y a une force qui s'interpose quand il s'agit de leur jouissance. Donc, sur le principe, je pense que le droit de manifestation, c'est un droit qui est inhérent à tout le monde. Vous-même pouvez être en état de vouloir manifester un jour. Donc, ce n'est pas un droit qui est relatif à un parti politique. C'est vraiment inhérent à tout le monde, le droit de manifestation. Et sociologiquement, est-ce que la manifestation comme mode d'expression de son mécontentement ou de son contentement, est-ce qu'il n'est pas plus occidental qu'africain? Je dirais oui et non à la fois. Occidental parce qu'on a l'impression que la démocratie, c'est quelque chose qui est importé de l'Occident, mais non. Sauf que nous aussi... Pas la démocratie, mais la manifestation publique pour exprimer... Non, en fait, tout ça, là, ça découle de la démocratie. Quand il n'y a pas la démocratie, vous ne pouvez pas manifester vos droits. Vous êtes brimé. C'est ça. Donc, ça veut dire que... Moi, je pense qu'il y a toujours eu de la démocratie en Afrique. Ce n'est pas une invention occidentale, comme certains s'amusent à le dire. Il y a eu toujours de la démocratie en Afrique. La preuve, c'est par exemple là-bas, par là, où les gens se retrouvaient pour trouver des problèmes par consensus. Donc, ça a toujours existé en Afrique. Voilà, donc peut-être c'est le terme démocratie qui n'était pas inventé à ce moment-là, mais nous avons des formes d'expression démocratique qui sont purement africaines. Donc ce n'est pas quelque chose qui est africain, mais par contre, il y a plusieurs mots d'expression, peut-être de son mécontentement, d'autres le manifestent. Pas plusieurs voies, par exemple manifester en marchant sur la voie publique, c'est une méthode. Il y a d'autres méthodes qui sont les sittings, par exemple, comment intervenir, demander que justice soit faite, une médiation par exemple. Il y a beaucoup de canaux qui sont d'ailleurs prévus par la loi. Au Togo, nous avons par exemple le médiateur de la République qui intervient quand les citoyens sont en conflit avec l'administration. Il y a des voies de recours qui sont le juge administratif par exemple. Donc il n'y a pas que manifester sur la voie publique qui est un mode d'expression de la manifestation. Il y a plusieurs formes qui sont prévues par la loi. Mais vous permettez, M. Gilles, en fait, que je puisse rebondir et rapidement sur certains aspects du développement de notre collègue. Je pense qu'il y a en fait un certain nombre d'éléments qui sont vraiment très importants à retenir. Et vous savez, la liberté de manifestation est une liberté d'une importance aussi grande que la Cour européenne des droits de l'homme a pu consacrer même la possibilité du droit ou de la liberté de contre-manifestation. C'est-à-dire qu'au même moment que vous avez la possibilité de manifester, il y a également la possibilité pour d'autres personnes sur les mêmes aspects qui suscitent en fait votre mécontentement. La Cour donne la possibilité à d'autres personnes de faire des contre-manifestations pour dire en fait que nous ne sommes pas d'accord avec votre manifestation et pour autant que les pouvoirs publics aient la possibilité d'encadrer et de manière assez raisonnable et ces différentes manifestations. Donc je pense que en réalité, déjà, si nous partons en fait de ce seul principe, nous pourrions quand même reconnaître que encadrer de manière exagérée la liberté de manifestation peut toujours poser un peu problème. Mais là, si vous prenez le contexte africain et tout le reste, je pense que l'Afrique a toujours eu, de manière traditionnelle, ancestrale, ces modes en fait de gouvernement qu'on ne peut forcément pas rimer sur la démocratie, mais qui sont quand même des modes propres en fait aux Africains, de Chaka Zulu à Souniata Keïta et passant par d'autres, et Béhanzin et tout le reste. Je pense qu'il y a quand même eu des formes de protestation. Ouais, il y a eu des soulèvements populaires, il y en a eu. Des soulèvements, oui. Pas de manifestations. Oui, voilà, les soulèvements ne sont qu'une forme de manifestation. Ouais. Les soulèvements ne sont pas encadrés. Moi, je pense qu'il faut extrêmement faire attention aux terminologies, parce que je pense que les prédécesseurs l'ont dit. La liberté de manifestation, telle qu'on la dénomme et telle qu'on la connaît, n'était peut-être pas connue sous sa forme
dans l'Afrique telle que nous la connaissions avant. C'est ça. Mais en fait, il existait des modes par lesquels les populations exprimaient leur désaccord ou contentement. Sinon, on ne nous aurait pas dit, j'ai bien aimé l'exemple que Soumoro Kanté était contesté à un moment donné. Il y a eu une mobilisation populaire autour de Soundiata Keita pour lui dire « libère-nous ». C'est à dire en fait que dans chacune des organisations sociétales, il arrive un moment où les citoyens eux-mêmes s'organisent pour dire « nous ne sommes pas d'accord ou nous sommes en accord avec telle décision ou mesure ». Et donc, après réflexion, avec les évolutions du droit et des droits de l'homme, on a compris qu'en réalité, l'une des meilleures façons d'aménager cette liberté de manifestation, qui, on y reviendra si vous le souhaitez, qui est un fondement même de la démocratie, c'est de l'appeler la liberté de réunion, d'association, du même de manifestation, celle-là dont nous parlons. Et j'aimerais poursuivre, si vous le permettez, c'est que c'est important que l'on comprenne que toute société démocratique trouve son fondement dans la souveraineté du citoyen. C'est-à-dire que dans une démocratie, le titulaire du pouvoir, c'est le peuple. Étant donné que le peuple, c'est une notion confuse, même en droit international, Dieudonné nous le dira, c'est très difficilement défini. Le titulaire de ce pouvoir délègue ce pouvoir à des représentants qui sont supposés gérer ce pouvoir et lui rendre compte. Et l'un des moyens par lesquels les citoyens délèguent ce pouvoir en tant que souverain, ou l'un des moyens par lesquels ils contestent les conditions d'exercice de ce pouvoir, c'est la liberté de manifestation. C'est pour vous dire à quel point cette liberté dans une démocratie est un fondement qu'on ne doit pas toucher, bon, j'exagère plutôt dans mes propos, mais auquel on ne doit pas faire de mal, parce que quand vous lui faites du mal, c'est à la souveraineté même du citoyen et à sa capacité de pouvoir déterminer la participation au pouvoir et les conditions l'exercice du pouvoir que vous êtes en train de faire du mal. Mais vous l'avez dit, mais la manifestation n'est pas le seul mode d'expression de son contentement, de son désaccord en démocratie. Mais pourquoi les manifestations semblent être privilégiées? On semble faire des manifestations le chantre un peu. Hein, Non, première chose, c'est le moyen par excellence pour moi, parce qu'il y en a plusieurs. Par exemple, il y a le droit de vote. Et vous voyez, quand vous élisez un parlementaire ou un président ou un élu local, il vous faut attendre combien d'années? 5 ans ou 6 ans pour voter contre lui quand il n'aurait pas bien fait. Mais la liberté de manifestation, c'est la capacité de dire « Ah, cette mesure, elle ne nous plaît pas ». Donc on sort, non pas pour des actes de violence, mais pour lui dire « Franchement, le mandat qu'on t'a confié, étant donné que tu as notre mandat, tu n'es pas en train de l'honorer ». Deuxièmement, moi je pense en réalité que ce n'est pas le moyen le plus privilégié par les Togolais, à mon seul avis, c'est juste le moyen le plus visible. Parce que quand on se met tous dans la rue, tout de suite, on est visible. Plutôt que pendant longtemps, à un moment donné où on nous a chanté dans ce pays, je ne suis pas en accord ou en désaccord avec cette façon de penser, on nous a chanté dans ce pays que manifester n'a plus autant de force qu'en 1990 ou compagnie. Les gens allaient plutôt sur les médias. Ils critiquaient ouvertement des mesures du pouvoir où ils disaient « nous sommes en accord avec ces mesures ». Et moi, pour ajouter aux différents exemples que vous citiez, il y a aussi la pétition. Il y a Amnesty International qui utilise par exemple beaucoup la pétition. Ils font des milliers de signatures et puis ils entendent que... Même il y a le référendum d'initiative populaire. Exactement, c'est juste que c'est la façon la plus visible. Vous imaginez si Dieudonné, Sana et vous et moi, nous nous mettions dans la rue en train de crier « on est contre cette mesure », c'est clair que tout de suite, les gens vont nous remarquer, les médias feront nous des choux gras. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de surutilisation Oui, de ce mode? C'est là où je voudrais bien intervenir. Parce que c'est l'utilisation, entre guillemets, abusive de ce droit de manifestation qui a notamment poussé le gouvernement à réagir. Lorsque vous lisez, par exemple, la note explicative qui a suivi le projet qui a été envoyé au gouvernement, à l'Assemblée nationale plutôt, vous y verrez les arguments qui sont évoqués, qui sont notamment des raisons économiques, des manifestations dans ce pays ont paralysé les activités économiques, notamment, je prends pour exemple la zone de décompare pendant un certain bout de temps. Vous avez, lorsqu'il y a des manifestations, beaucoup de points de départ, notamment, je crois, rond-point GTA, à Tikoumé, et Gakpodi, quelque chose comme Kapoto. Et alors que lorsque vous prenez notre pays, avec combien de voies nous pouvons accéder au centre-ville? À un certain moment, les jours des marches, vous pouvez beau quitter peut-être à 8h, 9h, vous n'y arriverez que 2h, 3 heures de temps après, parce qu'il y a des contournements qu'il faut faire. En même temps qu'il y a le droit de manifester,
au même moment, il y a des citoyens qui expriment le besoin d'arriver à temps à leur boulot, des besoins qui ont ce droit-là de vendre, d'avoir des activités commerciales ce jour-là. Il y a des gens qui ont été pénalisés. Le droit de manifestation a pénalisé les activités économiques des uns et des autres. Mais est-ce que vous comprenez que, par exemple, il y a eu pendant, je crois, 3 fois par semaine au moins, des manifestations. Pendant ce temps-là, des gens avaient des mensualités à rembourser aux banques. Mais vous ne verrez pas, vous ne viendrez pas dire à la fin du mois à votre banquier qu'à cause d'une masse, vous avez eu une mévente et donc vous ne pourrez pas honorer vos mensualités. Donc, face à ce dilemme, je crois que l'autorité a bien voulu réagir pour garantir aussi bien les droits de manifester des uns que le droit d'exercer les activités économiques des autres. Donc, c'est vrai que le droit de manifester en soi est un droit fondamental. Mais à partir du moment que ça piétine sur le droit des autres, il va falloir que quelqu'un prenne l'audace d'arbitrer les choses. Je crois, à mon sens, que c'est ce qui a été fait. Mais pour la démarche, moi je pense que c'est sur la forme que moi j'en trouve à redire. Parce que lorsqu'on a un droit qui est fondamental, c'est-à-dire qui touche tout le monde, on ne le touche pas comme ça en catimini, je veux dire. Et même, en fait c'est ça, on aurait pu instaurer un grand débat sur la question, exposer les motifs, inviter par exemple les partis politiques, les représentants de la société civile. Sinon en soi, lorsque je lis tout ce qui a été modifié, je dis, il n'y a pas grand-chose, sauf que c'est la méthode qui prête à des interprétations sous diverses formes. Le fond, on va parler du fond voilà. Dans la seconde partie. Oui. Permettez en fait que je puisse rebondir très rapidement sur quelques aspects. Je crois que je vais revenir en fait sur les éléments. Oui, dans vos propos introductifs, vous aviez quand même pu faire remarquer que la liberté de manifestation n'était pas un droit politique. Bien sûr. Vous savez, en fait, j'ai quand même dans ma démonstration... Pas un droit que politique. Bien sûr. Oui, en tout cas, il n'était pas, bon, je le prends au mot, n'était pas un droit politique. Et parce que, vous savez, dans ma démonstration la dernière fois, j'ai quand même pu réussir en fait à démontrer que la liberté de manifestation est une liberté qui est instrumentale, compte tenu du fait que c'est une liberté qui repose sur un certain nombre d'instruments et qui donne également une brèche ouverte sur l'expression d'autres libertés. Et la liberté d'expression est toute une panoplie de libertés. Et puis, il y a que ce droit est malheureusement instrumentalisé à partir du moment où c'est un droit ou une liberté qui ne laisse pas le politique indifférent. C'est-à-dire, dès que vous entrez dans l'arène politique, et ce n'est pas une spécialité ou une spécificité togolaise, c'est que de tous les temps, lorsque nous parcourons tous les espaces géographiques, que ce soit en Europe, en France, aux États-Unis, au Togo, en Allemagne, la liberté de manifestation a toujours mis à mal, fragilisé le politique. Donc, le réflexe du politique a toujours été de comment faire pour que cette liberté-là puisse être le plus suffisamment encadrée, de sorte à ce que lorsque les citoyens sont mécontents et veulent le manifester, que cela ne puisse pas me fragiliser. Donc, oui, mais sur le plan du Togo, il y a eu des cas concrets où on en a abusé. La plupart du temps... Moi, c'est de ça moi je veux parler. Je vais revenir sur les abus. Moi, je parle précisément des abus qui ont entraîné la modification de cette loi-là. La plupart du temps, lorsqu'on a ce réflexe-là, lorsqu'on est obsédé par le fait de vouloir encadrer de manière excessive l'expression d'une liberté, on tombe dans un piège. Et je pense que c'est ce qui se passe un peu partout. Vous savez, prenez l'exemple de la France. Prenez l'exemple même d'autres pays qui sont des pays qu'on peut considérer comme, vous voyez, les pays arabes, vous voyez le printemps arabe, vous prenez l'exemple de l'Égypte, de la Tunisie. Pendant longtemps, les gens ont manifesté chaque jour. C'est-à-dire tous les jours que le bon Dieu fait. Récemment, Soudan. Oui, tous les jours que le bon Dieu fait, les gens manifestent, les gens sortent dans la rue. Mais la question que je voudrais poser peut-être à Sana, il va répondre tout à l'heure, mais est-ce qu'on peut manifester sans conséquence? Manifester sans conséquence, est-ce que c'est encore manifester? Oui, mais les manifestations, il y a toujours un certain nombre de... Bon, il y a toujours des conséquences. Il y a de petites conséquences. Il y a des impacts sur l'économie. Il y a des impacts un peu même d'ordre social. Parce que la tranquillité sociale est souvent perturbée par
l'exercice du droit et ou de la liberté de manifestation. C'est pourquoi la possibilité est donnée aux autorités de pouvoir l'encadrer. Mais l'une des faiblesses de certaines dispositions de cette loi, parce que je l'ai dit la dernière fois, toute la loi n'est pas balayée du revers de la main. Et je ne crois pas non plus que la loi a été modifiée de manière en catimini. Non, il n'y a pas eu de catimini, selon moi, parce que la loi a été modifiée dans un cadre institutionnel, c'est-à-dire dans le cadre du Parlement, au sein d'un État, est l'organe le plus habilité à procéder aux révisions qui sont d'ordre législatif. Mais on voit maintenant, il y a ce qu'on appelle le consensus national, c'est-à-dire sur un certain nombre de dispositions. Si le politique l'estime nécessaire, il peut convoquer à la table d'autres acteurs, de sorte en fait, et ça aussi, je pense que cela demande, c'est un pouvoir un peu discrétionnaire du politique, qui peut à un moment donné convoquer ou ne pas convoquer. Mais je disais que l'une des faiblesses de cette loi et de certaines dispositions de cette loi, c'est qu'elles sont allées de manière, elles sont trop, comment est-ce que je peux le dire, personnalisées. C'est-à-dire, il y a des dispositions au sein de cette loi qui sont taillées sur mesure compte tenu d'un certain nombre de précédents que nous avions eus. Vous allez vous parler de ces précisions. Moi, j'aimerais rapidement revenir. Oui, vous allez y répondre tout à l'heure. J'aimerais rapidement revenir sur l'essence ou la substance même de la liberté de manifestation, parce que ça n'a semblé tout de suite se plaindre du fait que la liberté de manifestation a occasionné une certaine gêne. C'est justement la raison pour laquelle les gens manifestent. C'est pour que les gens soient dérangés quand à un moment donné on leur prête attention. Et ce n'est pas seulement pour les autorités étatiques qu'on manifeste souvent. C'est pour que certains citoyens puissent être attentifs et sensibles aux frustrations que ceux-là qui se mobilisent pour manifester ressentent. Si on veut des libertés de manifestation où les gens ne dérangent pas, mais c'est clair que leurs revendications resteront lettres mortes. Et moi, j'aimerais poser une autre question préalable pour qu'on entre où on aille un peu plus loin dans le débat. Quelle est l'unité de mesure en fait d'un abus de manifestation? Parce que j'ai l'impression qu'on est tous en train d'évoquer des critères subjectifs. Et c'est pour ça, moi j'ai bien aimé un de vos termes, vous dites qu'à un moment donné, l'État a dû arbitrer. Moi je ne sais pas qui est la représentation de l'État dont vous parlez, mais dans la loi, le juge administratif est celui-là qui est supposé, au cas par cas, je pense que Dieudonné hier est revenu très largement au cours de la conférence, nous dire quand est-ce qu'il y a un dépassement de la limite de la limite d'encadrement de la liberté de manifestation. On est malheureusement dans un pays, je ne vais pas entrer dans le fond parce que Gilles souhaitait que ce soit dans la deuxième partie, on est malheureusement dans un pays où moi je pense, c'est une analyse personnelle, où le juge administratif, il n'est pas silencieux mais il est désœuvré. Deux, il y a une abysse qui semble séparer au plan géographique et au plan de la confiance le citoyen du juge administratif, qui malheureusement ne peut pas se prononcer, parce que s'il s'était prononcé, on aurait eu un vrai débat. Et un peu pour aller dans votre sens, puisque le juge administratif togolais a décidé de se taire, le juge administratif français s'est prononcé sur les considérations économiques que vous avez semblé ériger en l'apogée de votre argumentaire. Il a dit que les considérations économiques ne sont pas des motifs suffisants pour interdire une manifestation. Parce que justement, moi j'ai l'impression que dans le raisonnement, on parlera de plus en plus fondamentalement de ce débat. C'est-à-dire que quand les gens manifestent, ce qu'il faut leur enlever, ce n'est pas le droit de manifester, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'ils manifestent. Est-ce que les raisons qui occasionnent cette manifestation sont légitimes? Si ces raisons sont légitimes, quelles sont les solutions qu'on peut leur proposer? Est-ce qu'ils sont capricieux, têtus, ou leurs raisons sont objectives? Là, quand on discute et qu'on trouve des solutions, si vous leur retirez, et c'est le danger que nous, acteurs de la société civile, on y voit, si vous leur retirez un moyen légal d'exprimer leur mécontentement, quels moyens voulez-vous qu'ils utilisent, à part les moyens illégaux, ce qu'on ne souhaite justement pas? Oui, Salah? Oui, bon, moi tout d'abord, j'ai l'impression qu'on veut référer, par exemple, la législation, on est en train de faire une comparaison entre la législation togolaise et la législation française, ou bien la législation européenne. Mais concrètement, c'était de savoir si les manifestations intrinsèquement ne comportent pas les éléments pour perturber. Est-ce qu'on peut accepter, donner la liberté aux gens de manifester et se plaindre des conséquences économiques? Encore une fois, moi je pense que pour rester concret, il faut qu'on se dise la vérité. Est-ce qu'au Togo,
les manifestations n'ont pas entraîné des dégâts économiques? Point d'interrogation. Est-ce que les manifestations n'ont pas entraîné, entre guillemets, des dommages matériels? Oui ou non? La question, est-ce que les manifestations peuvent ne pas engendrer des conséquences économiques? Moi, je pense que lorsqu'il y a un exercice républicain, quand on fait une grève, forcément, il y a des conséquences économiques. Oui, quand on fait une grève, il y a des conséquences économiques. Mais par exemple, lorsque aujourd'hui on fait une marche et que ça entraîne des dégâts, et qui empiètent notamment sur des droits d'autres individus, est-ce que l'État doit se taire parce que cela s'est fait dans le cadre d'un droit fondamental garanti par la Constitution? C'est un point d'interrogation. Est-ce que c'est parce qu'on a le droit, un droit constitutionnel qui fait mal à autrui, donc forcément le droit économique de l'autre doit être bafoué? Point d'interrogation. C'est un point d'interrogation. Non, je vais continuer. Vous rebondissez trop, mais laissez-moi aussi le temps de parole, s'il vous plaît. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai évoqué des arguments, monsieur, qui ne sont pas les miens. Ces arguments-là font partie de la note que le gouvernement a adressée. Moi, je les ai consultés et ce n'est pas moi qui justifie cette loi-là. C'est des arguments que je pense qui sont justifiés. Est-ce qu'il n'y a pas eu des dégâts économiques suite à des marches dans ce pays? Oui. Est-ce qu'il n'y a pas eu, par exemple, entre guillemets, des risques de crise diplomatique entre le Togo et le Ghana parce qu'il y a eu un monsieur qui a voulu faire une grève de la faim devant l'ambassade du Ghana? Point d'interrogation. Est-ce qu'il peut en être autrement? C'est une question centrale. Donc, autrement, oui. Autrement, lorsque les acteurs, tout le monde exerce son droit dans le respect de tout le pour dire, bon, nous allons manifester dans un cadre patriotique tout en laissant les autres le droit de ne pas manifester, on peut le faire. Moi, par exemple, moi personnellement, j'ai assisté à des cas. Supposons qu'on organise une marche à l'intérieur d'un stade de football, par exemple, ou je dis n'importe quoi, dans une forêt, d'accord, où ça ne dérange personne. Est-ce que dans ce cas-là, on parle encore de manifestation? Est-ce qu'on a forcément besoin de faire du mal, de piétiner sur les droits d'autrui pour se faire entendre? On n'a pas besoin de copier ce qui est mal ailleurs. Nous avons une spécificité, nous avons la possibilité de construire un Togo exemplaire. On n'a pas besoin forcément de construire quelque chose en s'inspirant de ce qui est fait, du mal qui est fait ailleurs. Ouais. Aussi, on peut le faire, et on peut mieux le faire. Donc, moi, j'estime que sur le principe, il y a des raisonnements que ceux qui ont justifié la modification de cette loi-là expriment. Moi, je l'estime qu'ils sont fondés. Maintenant, pour revenir, moi, j'estime que ça a été modifié en catimini. Je donne les raisons pour lesquelles je le pense. Quand le projet de loi, je crois que c'était le 31 juillet que cela a été signé, en Conseil des ministres, vous allez sur le site officiel du Togo, république-togolaise.com. Ce jour-là, vous ne verrez pas ce projet de loi dans le communiqué du gouvernement. C'est pourquoi je dis que c'est en catimini. Lorsque ça a été transféré sur le bureau de l'Assemblée nationale, on n'a pas eu écho de ça. Et c'est quand c'était en vote que l'information est parvenue au public. Dans ces conditions-là... Un peu noyé aussi par d'autres lois sur la sécurité intérieure, c'était les deux lois fondamentales. C'est pourquoi moi j'estime que lorsque cette information a été délibérément camouflée au public, lorsque par exemple les députés qui s'estiment de l'opposition parlementaire n'invitent pas la population à ce débat-là, moi j'estime que les choses se sont faites en catimini. Ouais. Monsieur Plago, vous permettez, en fait, il y a des éléments, il y a des éléments en fait sur lesquels il faut revenir. En fait, lorsque vous prenez le jeu politique est ainsi fait, c'est-à-dire tous les coups sont bons. N'attendez pas le gouvernement. Donc tous les coups sont bons pour modifier la loi si vous le pensez ainsi alors. Excusez-moi, mais ce que je dis, moi, en fait, sur la forme, je dis toujours en fait que le cadre, l'Assemblée nationale est vraiment investi de toutes les prérogatives. Pour modifier la loi Bodjona. Pour modifier cette loi. Merci. Oui. Et maintenant, ce que je dis, pour ajouter, c'est que nous sommes sur le terrain politique. Et sur des questions qui sont sensibles, le gouvernement ou les autorités publiques ne communiqueront que vraiment très peu. Et ça, c'est de constante un peu partout. C'est pourquoi je dis que c'est en catimini, parce qu'ils ont communiqué très peu sur ça. Il y a des éléments sur lesquels on peut revenir. Vous voyez, lorsque nous prenons la liberté de manifestation, le Togo a pris un certain nombre d'engagements à l'échelle régionale et internationale, qui consacre la liberté de manifestation comme étant une liberté vraiment... Pas absolue.
importante. Mais pas absolue. Importante. Mais c'est pas absolu. Dont la restriction ne peut intervenir que dans des cas exceptionnels et justifiés. Mais vous avez la justification. Ce n'est pas que c'est justifié. C'est justifié. Peut-être vous l'avez justifié. Et puis la réalité des restrictions par rapport aux libertés, surtout à la liberté de manifestation, c'est que c'est toujours au cas par cas. Les restrictions qui sont générales et absolues ne sont pas autorisées par la Constitution. Elles sont arbitraires. Et la plupart du temps... Quel article de la Constitution précise le juge constitutionnel, vous savez, parce que à cette étape, c'est le juge constitutionnel qui normalement devrait intervenir. Mais au Togo, la Constitution ne permet pas au juge constitutionnel de s'auto-saisir ou d'être saisi d'office. Ouais. Donc, ça fait que si nous étions peut-être dans d'autres contextes, le juge constitutionnel aurait pu se saisir de lui-même pour dire en fait que cette restriction qui paraît générale et absolue ne peut être autorisée, compte tenu du fait qu'elle va en fait à l'encontre de la Constitution. Non. Vous permettez. Lorsqu'une loi va à l'encontre de la Constitution, ça veut dire qu'elle est inconstitutionnelle. Donc, est-ce que vous pouvez m'estimer les articles sur lesquels cette loi vient à l'encontre? Non, prenez le préambule de la Constitution. Vous savez, quand vous prenez la Constitution, vous lisez la Constitution, vous prenez le préambule, et le préambule renvoie à un certain nombre d'autres dispositions qui sont des accords auxquels le Togo alors que direz-vous alors de l'article 14? L'article 14 de la même Constitution dit l'exercice des droits et libertés garantis par la présente Constitution ne peut être soumis qu'à des restrictions expressément prévues par la loi. Et aujourd'hui, je vous en prie, laissez-moi finir. Et aujourd'hui, c'est une loi qui vient instaurer expressément ces restrictions. La restriction en matière de liberté. C'est la Constitution même qui prévoit ces restrictions dont vous parlez. Donc, où est l'inconstitutionnalité? Moi, je veux bien qu'on nous cite l'article qui a été foulé par la modification. Je reste strictement sur le point de vue. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on est dans le théorique, M. Bocco. Il faut qu'on nous dise l'article. Moi, j'ai cité l'article 14. Il faut qu'on nous dise l'article ou bien le préambule que cette modification touche. Moi, je pense qu'il faut éclairer les citoyens. Il faut qu'ils nous touchent cet article-là. Je reste strictement sur le point de vue du droit. Je vous dis, prenez le préambule de la Constitution. Référez-vous au test auquel le préambule fait référence. Vous verrez que ce test-là n'est pas... En tout cas, notamment les dispositions 9, donc l'article 9, alinéa 1, 2 et autres, ne sont pas... froissent un peu l'esprit de la Constitution, notamment l'esprit de l'article 30 de la Constitution, qui consacre... Vous parlez de l'esprit. Oui. Le problème de l'esprit, c'est qu'il est invisible. Oui, mais l'esprit, il y a l'esprit et la lettre, en fait. Je parle de l'esprit et de la lettre. Lorsque vous prenez l'article 30 de la Constitution, la liberté de manifestation y est vraiment consacrée. Dans les conditions fixées par la loi. J'ai l'article 30 devant moi. L'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés d'association, de réunion et de manifestation publique sans instrument de violence. Dans les conditions fixées par la loi. Non, il faut qu'on soit précis. Moi, j'ai l'article 30 devant moi. J'ai l'article 30 devant moi. Excusez-moi, nous sommes sur un plateau. Oui, mais moi, j'ai l'article 30 devant moi. Non, c'est l'article. Non, moi, j'ai l'article 30 devant moi. J'ai l'article dans les conditions fixé par la loi. Oui, on est sur un plateau, donc il faut se référer à des textes textuellement sans interprétation. L'article 30 dit nommément que l'État reconnaît et garantit dans les conditions fixées par la loi l'exercice des libertés de réunion, de manifestation pacifique sans instrument de violence. Je complète en vous disant que la restriction ne doit pas être absolue et générale. Maintenant, quitte à vous de prouver que cette restriction est absolue. En réalité, prouvez-nous-la. En réalité, il y a la possibilité qui est donnée au juge administratif. Au juge administratif, dans le cadre d'une nation, lorsque l'État s'engage à encadrer les manifestations, l'expression de la liberté de manifestation, au cas par cas, qu'est-ce qui se passe? Au moment venu, il s'en remet au juge administratif, qui apprécie. Il apprécie. Et en matière de liberté de manifestation, le juge a ce qu'on appelle un contrôle maximum. Parce que lorsque vous prenez l'exercice des libertés, le juge a un contrôle qu'on peut appeler un contrôle minimum. Il a un type de contrôle. Mais encore que ce n'est pas le juge administratif qui va venir attaquer une loi. Le juge administratif est là pour prendre, pour servir de recours aux décisions de l'administration. Il a un contrôle maximum. Et en ce qui concerne la liberté de manifestation, le juge administratif a le pouvoir de contrôler au maximum. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il fait? Il voit un peu si
la décision de l'administration. Pas la loi elle-même. C'est pourquoi je trouve que le fait de restreindre, de restreindre de manière absolue et générale ce genre de liberté, ou l'exercice ou la jouissance de ce genre de liberté n'est pas conforme en fait. Donc vous aurez souhaité que la loi soit un peu plus générale. Et maintenant on encadre au cas par cas. Justement, oui, au cas par cas. C'est-à-dire que l'autorité publique, à l'occasion d'une manifestation, va décider. En fait, vous aviez décidé telle trajectoire pour votre manifestation. Je ne peux l'autoriser compte tenu du fait qu'il y a des risques. Et je n'ai pas la possibilité d'encadrer la manifestation comme il le faut. Oui. Donc, la manifestation ne peut pas suivre cette trajectoire. Oui. Vous voyez, ça, ce sont des compétences que l'autorité a et peut l'exercer au moment venu. Donc, maintenant, la loi est allée plus loin, trop loin dans les détails. Oui, trop loin, parce que déjà les pouvoirs publics ont la possibilité d'interdire une manifestation. Ils peuvent l'interdire ou la réorienter. Vous voyez, donc, cette possibilité étant donnée, si, au moment venu, l'administration restreint et la liberté de manifestation au cas par cas, et que les manifestants estiment être lésés ou froissés dans leurs droits, qu'est-ce qui se passe? Ils saisissent à l'occasion le juge administratif. C'est vrai que et maintenant, ce juge apprécie quelques aspects suspects, notamment les horaires, par exemple, aussi. Oui. Est-ce que, dans le cadre de la loi... Si vous voulez qu'on en parle, moi j'avoue d'abord, avant de répondre à votre question, j'aimerais rassurer Sana, c'est-à-dire que faut faire très attention à la terminologie restriction, parce que la terminologie restriction n'invite pas l'autorité étatique, le décideur, à trop, j'allais dire, trop embrasser, donc mal étreindre cette liberté. Je suis d'accord avec vous, mais lorsque c'est trop, quelle est la norme avec laquelle on peut dire c'est trop? À partir de quand on peut dire que c'est trop? Je vais répondre à vos attentes, mais si vous ne montrez pas suffisamment de patience, je ne le pourrai pas. Vous êtes d'accord? Et donc, en réalité, c'est important de comprendre que le mot le plus juste, c'est encadrer. Parce qu'une liberté qui déborde de son cadre fait toujours du mal à la liberté. Je vais vous donner un exemple terre à terre que même un élève peut comprendre. C'est que vous voyez, l'électricité, c'est bon pour nous tous. Mais s'il n'y a pas des canaux qui conduisent l'électricité, alors l'électricité nous ferait du mal. Donc, mais ça ne veut pas dire qu'en réalité, on va couper le courant pour dire que l'électricité a électrocuté 2 ou 3 personnes. Vous voyez, le raisonnement que le gouvernement est en train d'utiliser, c'est qu'en fait, il y a eu 2 ou 3 personnes qui ont été électrocutées. Donc, les gars, on coupe le courant. Ou en tout cas, on va juste donner le courant de 8h à 10h. Ou bien on va mettre un ondulateur pour réguler le courant, par exemple. Je n'ai pas fini. Maintenant, écoutez, vous parlez de constitution. Vous savez, la Cour constitutionnelle s'est prononcée en 2009, pas sur la liberté de manifestation, mais a instauré ce que nous appelons l'effet cliquet. C'est un principe à valeur constitutionnelle, c'est-à-dire que la Cour constitutionnelle se base sur l'esprit de la loi. Non, l'esprit de la loi n'est pas invisible. L'esprit, c'est ce que les juristes appellent l'interprétation de la loi. Elle est visible, elle est touchable, elle est palpable, elle est tangible. Et sur une modification du code électoral, la Cour constitutionnelle a dit on ne peut pas minorer un droit qui est déjà acquis. Donc vous dites aux gens qui peuvent manifester de 8h à 22h, et vous venez modifier en fait une loi que vous dites aux gens, mais ils ne peuvent manifester que de 11h à 18h si j'ai bonne mémoire. Donc vous êtes en train de minorer un droit qui est acquis et vous portez atteinte à la Constitution ou à un principe à valeur constitutionnelle qui a été établi par la Cour constitutionnelle. Et donc vous vouliez en fait une preuve que cette modification allait à l'encontre de la Constitution, je vous la donne. Maintenant vous voulez qu'on aille plus loin, parce qu'on va parler des standards internationaux. J'ai été surpris que vous nous dites qu'il faut rester sur le terrain togolais. Quand même, pour devenir un exemple, non, parce que la loi s'inspire des réalités. Et lorsque vous lisez les raisons, il y a plusieurs raisons qui sont évoquées. Parce qu'à partir d'un certain moment, il y a des acteurs qui ont jugé bon d'interpréter unilatéralement les dispositions de la loi Bojona. C'est ce qui s'est passé. Je vous demande de faire un peu plus preuve de patience. 2 minutes et je finis. Je ne suis pas trop bavard. C'est que quand on monte aux standards internationaux, vous savez, et puis, les propos de Dieudonné l'ont attesté. C'est-à-dire que c'est pas... Sauf que ces propos ne font pas foi. Excusez-moi, c'est pas un particularisme togolais de voir les gens se mobiliser massivement. Vous voulez qu'on parle du contexte africain? Au Mali, vous évoquez les raisons sécuritaires. Non, je vais finir, ne me coupez plus s'il vous plaît. Au Mali, où il y a des attaques terroristes, non, attendez, j'exagère, où il y a eu une invasion, une insurrection, non pas citoyenne mais terroriste, les gens manifestent toujours. Aux USA,
il y a de gigantesques marches qui vont jusqu'à devant la Maison-Blanche et les chancelleries. C'est terrible. En France, on a les gilets jaunes qui ont manifesté presque tous les jours et qui veulent même continuer. Il suffit que Emmanuel Macron dise encore quelque chose, qu'il juge trop ambitieux, trop orgueilleux, il retourne dans la rue. Au Soudan, les gens ont manifesté tous les jours jusqu'à ce que on leur accorde ce qu'ils veulent. En Algérie, jusqu'à ce qu'on accorde au peuple ce qu'ils veulent, ils ont manifesté. Donc en réalité, il faut faire très attention. Et ce qui est encore le plus étonnant, et je vais vous le dire, c'est que la France qui a mieux géré les manifestations que le Togo, ce que vous ne savez pas, c'est que pour ces manifestations, entre 2017 et 2019, il y a eu 10 morts, monsieur. Il n'y a pas eu 10 morts, il y a eu 10 enfants qui sont morts. 10 enfants qui sont morts. Qui les a tués, on ne sait pas. Est-ce qu'on rendra justice aux familles et aux victimes? On ne le sait pas. Vous parlez des droits d'autrui. Moi, je veux parler de ces enfants qui sont morts et qui jamais n'auront un avenir. Bon, ça, l'impunité. Je crois que le thème de ce débat, ce n'est pas l'impunité. Oui, ça, c'est pas l'impunité, mais on parle... Oui, mais ce n'est pas l'impunité. Non, il ne faut pas faire de l'amalgame. Ça, c'est sur le terrain de l'impunité, s'il vous plaît. Ça fait plus de 2 minutes, je vous attends pour réagir. Le Conseil des droits de l'homme se prononce sur le cas de la France. La France qui gère mieux les manifestations que le Togo. Et le Conseil des droits de l'homme dit à la France, franchement, vous avez régressé jusqu'à derrière la Somalie. Vous imaginez où se trouve le Togo là? C'est-à-dire que la France qui gère mieux les manifestations, qui ne va pas jusqu'à restreindre jusque dans la loi, bon, elle a essayé, mais la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel lui a dit, tu n'iras pas sur ce terrain. La France est jugée pire que le Soudan, la Somalie et Haïti. Et vous imaginez où se trouve le Togo? Et puis nous, on va tellement loin. Et je suis tenté d'être d'accord avec vous parce qu'on utilise une procédure qui n'est pas habituelle. On apprend un après-midi que voilà, on est en train de modifier la loi. On ne sait pas quel type de modification on met dedans. Et puis patatras, on apprend que le Togo, il fait un exploit plus extraordinaire que la France dans le sens négatif du terme. Je pense que si le Conseil des droits de l'homme, qui est l'une des institutions suprêmes des Nations Unies lorsqu'il s'agit des droits de l'homme, dit que la France a régressé, ce n'est pas le Togo qui a progressé. Ouais. Bon, ce que je voudrais proposer, oui. On va aller dans les détails. Voilà, dans le fond de l'article. Point par point, vous allez démontrer ce qui dérange dans cette loi. Pour qu'on arrive donc à une conclusion, voilà. S'il faut finalement supprimer les modifications telles que vous le demandez, oui. Ou garder la loi telle qu'elle. Mais ça, on va en parler lors de la seconde partie de cette émission, parce que là, nous devons faire une pause pour une nouvelle édition du journal. À tout de suite pour la suite.